Bonjour, bienvenue à nouveau dans Bryant Park, ce parc le plus français de Manhattan, pour un nouvel épisode de cette émission Promenade de campagne avec aujourd'hui Philippe Manteau. Bonjour Philippe, le candidat du centre. On va s'asseoir ici tout de suite. Et puis pour commencer tout de suite, je disais vous êtes un candidat de l'Alliance du centre droit. Donc il y a énormément de candidats sur le côté droit de l'échiquier politique ici dans cette élection législative. Est-ce bien nécessaire un candidat de plus et qu'est-ce que ça veut dire du centre droit? Merci Emmanuel, merci encore de cette invitation et de cette possibilité qui m'est offerte aujourd'hui de bien expliquer mes idées et mon positionnement, c'est important. Je suis le seul candidat qui représente en fait les anciennes mouvances de l'UDF. C'est très important, l'UDF tout le monde s'en souvient, c'était ce parti de centre droit qui était à la fois libéral et centriste et c'est ce que je suis un libéral et un centriste. Qui me soutient aujourd'hui, une coalition de mouvements au sein de cette alliance, le nouveau centre qui reprend toutes les idées de l'ancienne UDF, qui se positionne au centre droit, qui était un allié de l'UMP mais un allié actif, un allié qui avait son mot à dire, un allié qui était humaniste et libéral. Humaniste sur les questions sociales, libéral sur les questions économiques. Alors, le problème c'est que l'UMP a un peu écrasé tout sur son passage du côté droit, que François Bayrou vit sa propre vie quelque part entre les deux et qu'on n'entend plus beaucoup ce centre droit dont vous parliez et surtout il n'y a plus beaucoup d'espace politique en France. Donc si jamais vous étiez élu, à quoi vous serviriez, avec qui vous siégeriez à l'Assemblée nationale pour commencer? Alors, je le répète, aujourd'hui, officiellement, il y a un seul candidat du centre droit, c'est Philippe Manteau. Il n'y en a pas d'autre. Bayrou, par son choix, a rejeté, je dirais, le MoDem qui essayait d'être vraiment au centre de l'échiquier. Vous savez très bien ce qui se passe quand on est nulle part. On risque de se retrouver finalement complètement éclaté. C'est ce qui lui est arrivé. Donc François Bayrou n'a jamais su vraiment choisir sauf à la fin et en choisissant pour François Hollande, il fait pour moi de facto partie de la majorité présidentielle. On est en train de voir ce qui se passe dans son fief, les socialistes vont l'aider à être élu. Donc je considère que le MoDem ne fait plus partie du centre droit, définitivement plus. L'UMP, on l'a vu dans les derniers jours de la campagne présidentielle, a tiré à droite toute. Je dirais qu'il y a en fait un champ très large qui s'est ouvert pour moi au centre droit. Et je répète que je suis le seul candidat libéral. N'oublions pas que je suis soutenu par l'ARES, qui reprend les partis du Nouveau Centre, le parti radical de Jean-Louis Borloo, c'est très important. Le parti radical, c'est le plus vieux parti de France. Le parti radical a cette dimension humaniste et écologiste que n'a pas forcément l'UMP. Je suis aussi soutenu par Gauche Moderne, le parti de Jean-Marie Bockel, qui avait présenté sa motion socialisme et liberté, qui voulait créer une social-démocratie en France et qui s'était fait jeter du Parti socialiste. Et enfin, Convention démocrate d'Hervé de Charette. En ce qui me concerne, je suis aussi le vice-président du Parti libéral-démocrate qui a repris un grand nombre de cadres de démocratie libérale dans la Madeleine. En deux mots, libéral-centriste, l'ancienne UDF. Alors, quand je disais il y a un champ très encombré à droite, il y a au moins 5 ou 6 candidats qu'on peut qualifier de divers droite, certains avec des étiquettes politiques, d'autres pas. C'est du coup très difficile de se faire entendre. Et l'idée générale, c'est que les Français des États-Unis en particulier sont à droite et donc vont voter pour le candidat officiel de l'UMP puisque pour la plupart, ils connaissent très mal ces candidats. Vous êtes quasiment tous nouveaux en politique, ce qui rend cette campagne très indécise, aussi très intéressante, mais très indécise. Et du coup, comment est-ce que vous allez vous faire entendre? Comment est-ce que vous vous faites entendre dans cette campagne? Et comment est-ce que vous allez lutter contre cette idée que finalement, c'est déjà gagné pour le candidat officiel de l'UMP? Alors, je respecte tous mes adversaires politiques. Le candidat officiel de l'UMP a un grand désavantage, il n'est pas d'ici. Et je pense que les Français d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, les Français d'Amérique qui ont créé quelque chose d'un petit peu différent. Ce n'est pas des expatriés classiques, les Français d'Amérique. Ils ont découvert autre chose, la liberté d'entreprendre, une certaine liberté de pensée, liberté d'expression. Ils n'ont pas forcément envie d'être représentés par quelqu'un qui n'est pas intégré dans cette matrice, je pense. Donc ça, c'est le plus gros problème du candidat officiel de l'UMP. Derrière, n'oublions pas que l'UMP, ce n'est pas quelque chose de libéral. Ce n'est pas libéral du tout. Ce n'est pas libéral économiquement parlant. On a vu une explosion des prélèvements obligatoires en France sous Sarkozy. Il n'a pas fait les réformes indispensables de libéralisation de l'économie et de baisse de la pression fiscale
et de baisse des déficits publics pour lesquels il avait été élu. Je suis le candidat de la lutte contre la dette et je suis le candidat de la libre entreprise. Et il n'y a personne dans la droite conservatrice qui défend vraiment ces idées. Et sur les questions de société, on ne peut pas dire que l'UMP éprouvait un grand humanisme. Leur vision de l'immigration, la façon dont est traitée la presse, je ne suis pas du tout certain que le gouvernement de l'UMP de ces 10 dernières années et surtout de ces 5 dernières années a apporté l'ouverture et la liberté de penser qu'on était en droit d'attendre d'eux. Donc je suis vraiment libéral, centriste et je ne vois pas d'autres candidats dans cette campagne qui défendent les idées que je défends. Est-ce que c'est une élection pour vous ici qui va jouer finalement sur les questions nationales, c'est-à-dire est-ce qu'il faut donner une majorité à François Hollande ou est-ce qu'au contraire il faut faire contrepoids en donnant tout à l'UMP, en donnant le maximum à l'UMP, ou est-ce qu'au contraire ça va jouer sur des questions plus locales et sur les intérêts des Français de l'étranger? Évidemment on pense aux questions sur l'éducation, aux questions sur la fiscalité. Sur quel terrain vous allez vous placer de manière privilégiée? C'est une excellente question. Depuis la Révolution française, il y a cette ambiguïté fondamentale et il y a plein de traités sur la question. Qu'est-ce qu'un député? Un député, c'est l'élu de la nation. C'est l'élu de la nation. Il y a 2 élections nationales, le président de la République, le député. Mais en même temps, le député est élu par sa circonscription. Donc, à la base, on sent cette contradiction. Et le député doit se garder de tout clientélisme. Donc comment faire? Alors sur l'objectif politique national, et ensuite on va parler de ce que veulent les Français d'Amérique. Sur l'objectif politique national, aujourd'hui, les socialistes et leurs alliés d'extrême gauche sont en passe de contrôler tous les leviers de l'État. Je ne suis même pas certain que sous De Gaulle c'était le cas parce que le Sénat était centre-droit, pas gaulliste. Alors ça c'est un argument qui est très utilisé en ce moment à droite. En même temps c'est un argument évidemment que la droite n'a jamais utilisé lorsqu'elle avait tous les leviers du pouvoir. Et puis surtout c'est un argument qui est tout à fait contradictoire, disent les gens à gauche, avec la logique des institutions de la Ve République qui veut qu'un président a une majorité pour pouvoir gouverner. Certes il a beaucoup de pouvoir, plus que dans aucune démocratie, mais c'est la logique de la Ve République. Évidemment quand c'est la droite qui est dans l'opposition ça ne lui plaît plus comme système. Encore une fois, si je me permets de rectifier le tir, je ne suis pas à droite toute. Je suis un candidat libéral et centriste. Élu, je ne ferai pas de l'obstruction systématique. Mais je suis extrêmement inquiet de voir arriver une majorité que j'appellerais totale, de gauche et d'extrême gauche, pour contrôler mon pays, un pays que j'aime, au moment où il faut se battre résolument. Donc François Hollande vous fait peur? Vous êtes le seul, mais à part. Lui, personnellement, non. Mais la coalition qu'il représente, bien entendu, oui. Oui, et j'irai même plus loin, très peur. Donc aujourd'hui, alors que on est dans une situation grave, qu'on arrive à la banqueroute, il faut régler le problème de la dette, il faut libérer la France, libérer ses forces vives, libérer l'entreprise, et ce n'est pas du tout le programme de François Hollande et de ses alliés communistes. Alors sur les questions locales, il y a les 2 grandes questions dont on parle dans cette campagne. C'est l'éducation d'un côté et puis la fiscalité. Commençons par l'éducation. Il y a ce débat sur est-ce qu'il faut ou non continuer de subventionner les parents d'élèves qui mettent leurs enfants au lycée français. On le rappelle, la prise en charge, la PEC, qui permet d'avoir une partie, en tout cas une partie importante pour l'instant, de ces frais de scolarité prise en charge en seconde, première, terminale pour les gens qui ont leurs enfants dans les lycées français. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette PEC? Vous voulez la conserver? Vous voulez vous en débarrasser? Alors, les choses sont toujours un peu plus complexes que pour ou contre. N'oublions pas que le député doit se garder de tout clientélisme. Et ça serait trop facile de promettre des maternelles gratuites à tout le monde en bas de chez soi. Ça serait beaucoup trop facile. Et en tant que libéral et centriste, ça ne serait pas du tout cohérent avec ma vision du monde et ma philosophie. Donc vous êtes contre la subvention? Je n'ai pas dit ça. En revanche, la France a besoin des Français d'Amérique. On peut apporter quelque chose d'extraordinaire. Moi, ma vie, c'est quoi? C'est me battre pour les Français d'Amérique en tant qu'avocat. Je suis un avocat d'affaires dont 100% des clients sont des Français qui investissent aux États-Unis. Je veux continuer à me battre pour eux. Mais on ne peut pas se battre efficacement pour eux en promettant des subventions alors que l'État est totalement endetté. Il faut être un tout petit peu ingénieux et créatif. Si on considère que la PEC, c'est le rayonnement de la France, c'est pour permettre à des personnes d'avoir le bac français et pour ensuite revenir en France et apporter autre chose à la France, la sortir de son carcan étatiste et rigide et conservateur et fermé, à ce moment-là, c'est une bonne chose, mais je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas descendre dans les classes inférieures, je dirais. Mais vous êtes pour la garder? À court terme. À court terme, en attendant de trouver quelque chose de mieux à court terme. Mais je ne m'engagerai pas à long terme là-dessus. En revanche, à mon avis, ce qu'il faut, c'est trouver des moyens astucieux. Et ma femme est ma suppléante et je la remercie de sa confiance, je la remercie de s'être engagée avec moi. Elle est professeure à l'Alliance française, elle travaille sur tous ces dossiers. Il y a plein de formules intelligentes. On pourrait avoir une plateforme CNED spécifique pour les Français d'Amérique. On pourrait avoir des jumelages
entre les villes de France et les villes d'Amérique, où les Français qui viendraient aux États-Unis pour être dans des maternelles, dans les écoles publiques, dans des maternelles, alors à partir de la 3e année de maternelle, hein, ça commence en 3e année ici, on leur enseignerait le français, en échange de quoi la ville de Paris enseignerait l'américain à des jeunes enfants d'expatriés américains. Il y a plein de choses astucieuses auxquelles on peut penser qui ne vont pas gréver le budget de l'État comme beaucoup de mes opposants le proposent. Ne soyons pas clientélistes, pensons à l'intérêt de la nation tout en défendant les Français d'Amérique. Sur la fiscalité, hein, parce qu'on est bientôt à la fin de cet entretien, sur la fiscalité, il y a beaucoup d'attaques entre guillemets contre les Français de l'étranger, les exilés fiscaux, etc. Est-ce que vous êtes pour conserver la fiscalité telle qu'elle est, la fiscalité des Français de l'étranger et des Français d'Amérique en particulier telle qu'elle est? Vous voulez la changer? La double nationalité, c'est une richesse pour la France. La France, elle a été faite de personnes qui venaient d'horizons très différents. La France, elle est un petit peu comme les États-Unis. Ça a toujours été un pays ouvert. La double nationalité et la fiscalité, c'est deux choses différentes. Non, elles sont liées. Elles sont liées parce que si jamais on veut imposer un impôt sur la nationalité française, qu'est-ce que c'est le risque? Le risque, c'est que les Américains et les Canadiens finissent par rester Canadiens et Américains et renoncent à la citoyenneté française. Or, on a besoin de ces Français. Donc, je suis absolument opposé à toute taxation pour le simple fait qu'on aime son pays et qu'on est français. Je suis formellement opposé et je me battrai de toutes mes forces à l'Assemblée contre ça. Merci beaucoup Philippe Manteau d'avoir passé ces 10 minutes avec nous. Merci à tous d'avoir assisté à ce nouvel épisode de Promenade de campagne. Rendez-vous très bientôt pour plus d'informations sur cette campagne sur French Morning.